Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, deuxième analyse d'animation. Pour rappel, mon métier c'est animateur 3D et à travers ce format, j'essaye de vous transmettre ma passion pour l'animation et le savoir un peu plus technique qu'il peut y avoir autour. Aujourd'hui, on va voir pour le coup plutôt de l'animation 2D ou on peut dire traditionnelle, mais on retrouve bien évidemment plein de notions qu'on utilise aussi en 3D. Je précise qu'il n'y aura aucun spoil sur Bleach dans cette vidéo si ce n'est l'épisode concerné bien sûr, mais ça ne gâche rien de l'intrigue du manga si jamais vous ne l'avez pas vu. Je ne vais pas du tout parler de l'histoire, je vais vraiment juste me concentrer sur l'animation, la mise en scène, tout ça. Pour ce deuxième épisode, j'ai choisi l'affrontement de Yamamoto et Yurabara parce qu'il m'a tout simplement scotché quand je l'ai vu pour la première fois. C'est pour moi sans aucun doute l'un des moments d'animé les plus intenses que j'ai pu voir et j'en ai pourtant vu un certain nombre. On est donc parti pour cette deuxième analyse. Déjà j'aime bien le titre de l'épisode qui est tout simplement The Fire, le feu. C'est concis, ça va droit au but et en effet cet épisode c'est juste le feu quoi. Donc on va le voir justement, le feu va prendre une place assez importante dans ce combat évidemment. Dès le début, avant même que les persos se mettent à bouger, à entrer en action, il y a quelque chose d'assez intéressant à observer, c'est que le ratio d'images par seconde des flammes est différent du ratio d'images par seconde du personnage. Quand je défile image par image, on voit que le personnage est fixe et que les flammes, elles, bougent à chaque image. Puis après, le personnage va bouger et va garder sa pose. Et les flammes vont à chaque fois se déplacer image par image. Donc ça en fait ça laisse vraiment penser que les flammes ont été traitées différemment que le personnage, sûrement par le département effets spéciaux du coup. Mais c'est marrant d'observer qu'il y a aussi des moments où c'est l'inverse, c'est-à-dire que là par exemple, à cette image-là, c'est le personnage qui bouge à l'écran et les flammes qui sont fixes, mais de manière générale, c'est plutôt le personnage garde sa pose sur 2 ou 3 images et les flammes avancent à chaque image. Bon, le début du combat, ça commence par le personnage se craque les épaules. Pour ceux qui sont familiers des shonen savent qu'il faut jamais énerver un vieux parce que ça peut très mal se passer. Ce personnage s'appelle Yamamoto et donc après que Yamamoto se craque les épaules, on passe en contre-champ sur Yurabara, lui il s'appelle. Donc là, on n'a plus la vision sur Yamamoto et on voit que Yurabara va avoir ce qu'on appelle un take en animation. Un take, c'est tout simplement une animation de réaction simple. Là, pour le coup, il a un take de surprise, on sait pas ce qu'il a vu, et en fait l'image d'après on va savoir pourquoi il est surpris. Il y a une lame en feu qui arrive sur lui. Donc là, ces images, elles sont quand même très lisibles. On a plein de lignes de force. Donc là, si jamais vous vous posez la question, je pense que le département animation a géré tous les dessins de déformation de l'épée, des flammes et tout. Et le département effets spéciaux a dû gérer plutôt ce qui est étincelles, qui sont donc des phénomènes qu'on peut sûrement générer avec des logiciels, des trucs comme ça. Donc voilà, le mouvement est bien lisible. On a vraiment le feu qui s'étend tout le long de la lame de l'épée. Et donc là, dans le plan d'après, on va voir le coup qui s'est passé. Là, encore une fois, le traitement image par image est intéressant parce que on voit que les personnages gardent complètement leur pose. Yamamoto est complètement, sa pose est finie, il vient de porter son coup, il a le bras qui est au sol. Yurabara, lui, il est plutôt le bras qui est en garde, en train de se protéger pour parer le coup. Image par image, on voit bien qu'ils sont complètement fixes et qu'en fait, les seules choses qui vont bouger, c'est les flammes. Et donc sur les personnages, évidemment, on a aussi des petits mouvements. Pour Yamamoto, ça va être ses sourcils et ses moustaches. Pour Yurabara, ça va être plutôt sa cape et ses cheveux. Mais sinon, pour la lisibilité de ce qui s'est passé, les personnages gardent complètement leur pose. Et c'est tout le reste des petits éléments qui viennent habiller le plan. Le plan d'après, on voit que son bras est complètement coupé, il y a une projection de sang. Donc voilà, à peine tombé, les gouttes de sang se mettent à fumer, alors que le sang c'est déjà chaud. Quand il sort du corps, il est déjà chaud, mais il fait tellement chaud que même le sang s'évapore. On a des beaux plans comme ça où vraiment, on a juste 2 personnages et le reste c'est uniquement du feu. Et c'est ça que je trouve fort dans cette scène aussi, c'est qu'on sent vraiment la chaleur à travers l'écran. Là, il y a un petit jeu de mise en scène intéressant, c'est qu'en fait, on va nous montrer des plans du passé et du présent qui vont se switcher en une frame. En une image, en fait, on a Yurabara qui est ici dans le passé, et là, on revient au temps présent. Et pour le coup, sur Yurabara, il n'y a pas trop de contraste, il a pas trop changé le personnage, mais ça va être plus intéressant à voir sur Yamamoto. Voilà, Yamamoto, typiquement, le contraste est un peu plus présent. En fait, on voit que quand il est jeune, entre guillemets, parce qu'il est pas vraiment jeune déjà, mais on voit que quand il est dans le passé, il a une stature vraiment droite, il est vraiment sur ses appuis, il a une pose très symétrique dans l'écran. Alors que quand on switch sur le Yamamoto du présent, qui est donc bien plus âgé, on voit qu'il a déjà une pose un peu plus désaxée, un peu plus penchée vers la gauche de l'écran. Sa pose met bien sûr en avant aussi son bras manquant. Dans le passé, on voit qu'il était aussi, il n'avait pas encore, même pas une petite barbiche, alors que maintenant il a une certaine barbe, on peut dire. Puis on voit aussi des traces d'usure sur son visage, il a plus la peau complètement lisse comme il avait avant. Et quand le personnage parle comme ça en dessin traditionnel, on peut se permettre de le laisser complètement figé dans sa pose, avec juste du coup pareil les sourcils, les moustaches qui vont flotter au vent, les vêtements qui vont flotter au vent, puis il y a toujours ce feu constant derrière qui habille le plan, là où par exemple en 3D on doit être un peu plus réaliste, donc on se mettrait à faire respirer le personnage même quand il parle. Il y aurait plus d'éléments réalistes comme ça. En fait, en dessin traditionnel, il y a moins cette recherche du réalisme qu'en 3D parce que de base, on sait que c'est du dessin, on sait qu'on regarde pas des trucs vrais. C'est bien plus acceptable de laisser des poses fixes ou quoi. Là où inconsciemment, quand on regarde de la 3D, on s'attend à quelque chose d'un peu plus réaliste qui respecte toutes les lois de la gravité, tout ça. Et alors après, ça c'est marrant parce que c'est le genre de truc qu'on remarque que quand on fait image par image. On voit que en fait, il y a son épée qui va se déplacer indépendamment du personnage. Et ça, c'est parce que je pense qu'ils ont dû animer sur 2 calques d'animation différents, tout simplement.
simplement. Voilà, on voit que l'épée ici fait un grand mouvement là où le personnage n'a pas du tout bougé. Puis là ça y est, la main de Yamamoto est visible à l'écran, donc maintenant l'épée ne fait plus qu'un avec le dessin du personnage, et donc là bien sûr il est animé en entier. Alors là du coup on va passer à la première scène d'action bien dynamique. Bon, il se passe pas mal de choses, on va revenir un peu dessus. Donc Yamamoto se prépare, il y a toujours ce ratio d'images qui est important, on laisse chaque pose 2 ou 3 images à chaque fois pour bien qu'elle soit lisible. Et en fait quand il va partir vers l'écran, il va y avoir de moins en moins d'images, c'est-à-dire que là cette pose on la laisse 3 images, 1, 2... Voilà, celle-là on la laisse 3 images, celle-là 2 images, celle-là 2 images encore, et celle-là 1 image juste avant qu'il disparaisse de l'écran. Il y a vraiment cette progression d'avoir de moins en moins d'images qui fait comprendre qu'il détonne comme un ressort pour sortir de l'écran. Là on nous laisse l'écran vide avec juste une secousse de la caméra parce qu'il vient de partir tellement vite qu'il a fait secouer la caméra. Alors là c'est très intéressant aussi quand il va partir. En fait voilà, on va commencer, on est très près de lui, il va s'écarter de la caméra, il va partir un peu plus loin, et en fait c'est la caméra qui va devoir ensuite le rattraper. En fait c'est pour bien nous faire comprendre qu'il va tellement vite que la caméra est en retard, elle doit le rattraper après coup. Et donc ensuite on va avoir ce moment où on a un peu plus d'images puisque c'est au ralenti. Là encore une fois on voit que l'épée est traitée indépendamment du personnage. On voit qu'il y a des moments où l'épée bouge toute seule et le personnage ne bouge pas d'un pouce. Là on a juste une image où on a juste le bout du nez de Yurabara, j'imagine, c'est soit son nez soit son menton, mais je pense que c'est plus son nez pour être raccord avec l'image d'avant. Là ces petits traits blancs, on pourrait se demander si c'est soit des lignes de force, soit sinon c'est peut-être des... Je pense que c'est peut-être des cheveux de Yurabara, genre juste des petits poils flottants pour montrer qu'il est allé tellement vite qu'il a coupé quelques cheveux au passage. Là on voit l'épée qui se déforme complètement, qui fait toute la taille de l'écran. Ça c'est ce qu'on peut appeler un smear. En fait un smear c'est quand un élément va très vite à l'écran, on va venir le déformer sur quelques images, 2-3 images pas plus parce que sinon ça peut être bizarre. Là c'est l'épée qu'on vient déformer complètement pour montrer que ça allait très très vite. Alors justement un autre moment de déformation qui est assez intéressant à regarder, qui arrive juste après, c'est quand voilà Yurabara atterrit sur le toit. Donc là on voit sur cette image c'est juste un grand piqué qui vient se planter sur le toit. Voilà l'appareil sur cette image là il est encore très déformé, il a le coude complètement retourné comme ça. Là voilà sur cette image c'est sa tête qui est ultra déformée, on dirait un espèce de radis la forme de sa tête. Et puis donc autre exemple de smear, ça va être ici quand il va retirer sa main du toit. En fait entre la pose où il a sa main plantée dans le toit et la pose où elle est là-haut, on va pas faire une bête image de main qui en plus serait en plein dans l'axe de la caméra, ça ferait une bête image de main pas très jolie. On va plutôt mettre une énorme déformation qui suit bien en fait le mouvement qui s'est passé, et c'est bien plus esthétique et ça rajoute bien au dynamisme de la scène. Et là en plus je trouve que l'enchaînement des actions est vraiment important dans cette scène parce que du coup il retire sa main tellement vite que ça projette des tuiles sur Yamamoto. Yamamoto lui va faire une espèce de technique enflammée qui va à nouveau renvoyer les tuiles, sauf que cette fois ça sera du coup des tuiles enflammées. Et ensuite c'est Yurabara qui va se protéger mais qui va se prendre des impacts de tuiles enflammées, ce qui ne doit pas être très agréable. C'est vraiment la mise en scène dans ce combat est vraiment ultra intéressante. Là en fait il vient d'y avoir un impact qui tranche le bâtiment en deux. Le caméraman il se met en sécurité. En fait faut toujours s'imaginer que c'est comme s'il y avait un caméraman sur place. Bien sûr je dis ça mais il y en a pas hein. Mais c'est pour comprendre l'idée. En fait la caméra se recule. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un impact énorme. Et en fait ensuite on est rejoint par Yurabara qui réussit à s'en tirer. Voilà il apparaît ici. Au début c'est juste une espèce de masse informe, puis on le distingue bien avec sa cape. Hop on a cette pose où il y a vraiment ses pieds qui viennent en premier assurer la réception. Et il atterrit. Alors la suite est assez intéressante, là il se relève pour regarder en direction de Yamamoto qui est encore là-bas a priori, sauf qu'en fait la caméra vient se décaler avant, histoire de montrer attends il se passe quelque chose derrière toi mon petit gars, et en fait il y a déjà Yamamoto qui est en pause ici, prêt à asséner le prochain coup. Juste après on a encore un choix intéressant, on va venir en fait ralentir un peu l'action pour bien montrer la pose des personnages, et on va venir faire un espèce de 180 autour d'eux. C'est un truc qui est assez audacieux je trouve en animation traditionnelle parce que ouais ça se voit que c'est pas de la 3D là les personnages, et donc faire un 180 comme ça veut dire qu'ils ont vraiment dû dessiner les personnages sous tous les angles à 180 degrés. Donc ouais ça a dû vraiment demander beaucoup de boulot, et là il y a un moment intéressant où il va donner son coup d'épée. Alors il y a pas mal de moments comme ça dans ce combat où il va y avoir une succession d'écrans, de flashs, de plein de couleurs différentes, donc on va décomposer celui-là pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc l'épée arrive en fait, en réalité elle arrive ultra vite mais on nous la ralentit pour bien comprendre l'impact et la puissance du coup qui va se passer. Donc voilà déjà on passe par quelques écrans en noir et blanc avec ici l'écran complètement scindé en deux horizontalement. Ensuite on a deux écrans avec des couleurs un peu de flammes, parce que vous avez compris c'est un petit peu l'idée de l'épée de Yamamoto, elle est enflammée tout simplement. On a des traits de puissance qui viennent découper l'écran en deux, puis ensuite on a des formes de flammes un peu plus distinctives qui apparaissent. L'écran est complètement saturé de flammes, donc là les flammes se dissipent pour laisser apparaître la cible de ce coup, et en fait ça va très vite mais on a quand même le temps de bien montrer en zoomant sur sa main que Yurabara va réagir à ce coup qui lui arrive dessus, et là en fait on va avoir plus d'images pour comprendre ce qui se passe, on va vraiment montrer son bras qui s'étend pour venir réagir à ce coup de flamme qui lui arrive dessus, et donc là encore une fois il y a un coup puissant qui se passe
Donc on repasse par des mêmes types d'écrans, noir et blanc, un peu de couleur, un peu de flamme. Là on a la pose de Yurabara qui est complètement en espèce de croquis, alternance de flash, de couleur, de blanc. Les attaques de Yurabara, lui, elles sont souvent bleues, et justement c'est pareil, c'est hyper intéressant pour ce combat là, parce qu'ils ont opposé le bleu et le rouge, c'est un peu l'eau et le feu, mais même si Yurabara c'est pas vraiment de l'eau, et du coup ça vient vraiment faire une opposition forte et claire, qui est vraiment limpide et efficace à regarder. Alors là, autre moment très important dans la scène, c'est quand en fait Yamamoto va libérer toute la puissance de son sabre, parce que jusqu'à maintenant il avait juste un sabre enflammé, c'est pas très imposant. Là on voit qu'il va libérer un torrent de flammes qui va vers l'extérieur, puis ensuite qui reconverge vers lui, et là c'est très chouette je trouve cet effet. On passe là sur un écran complètement blanc avec juste voilà les seules couleurs qui restent, c'est les petites étincelles de flammes qui restaient les secondes d'avant, mais là tout est désaturé, tout est en noir et blanc, et il vient en fait d'absorber toutes les flammes. On sait pas où elles sont passées mais on va le comprendre après, et donc à ce moment là en fait on va avoir une succession de plans avec des ondulations sur l'écran qui nous font comprendre qu'il y a une température vraiment très forte qui se dégage de toute la surface de l'endroit en fait. Voilà, il y a des personnages carrément leurs lèvres se gercent sur l'instant tellement qu'il fait chaud. Là Yamamoto prononce le mot Bankai, si vous connaissez Bleach vous savez ce que c'est, mais pour résumer c'est qu'en fait là il va exploiter vraiment toute la puissance de son sabre au maximum de ce qu'il peut. Et en fait à partir de là on a un peu moins d'effets spéciaux de flammes mais plus de fumée, voilà, quelque chose de bien plus subtil, bien plus contenu, mais qui en réalité cache une puissance encore plus grande que les flammes d'avant. Là on va repasser sur une séquence d'action, Yamamoto place ses pieds prêts à partir, et encore une fois il va y avoir un peu un effet comme tout à l'heure mais encore plus visible cette fois. Voilà, on a Yamamoto qui arrive vers l'écran, donc là toujours on observe le décor, chaque image il progresse alors que le personnage va garder sa pose des fois sur 2-3 images. Là littéralement il fait 1, 2, 3 images, puis il progresse, 1, 2, 3 images, puis il progresse. Et ça pareil, ça va être de moins en moins, c'est-à-dire que voilà, là il fait 1, 2 images, il progresse, 1 image, 2 images, il progresse, et là ça va être plus qu'une image avant de quitter l'écran. On est vraiment sur des ratios un peu similaires à tout à l'heure. Une fois qu'il a quitté l'écran, on a encore cette zone de vide, puis il y a les traînées de feu qui suivent mais qui sont hyper en retard. Donc là encore une fois la shaky cam, une fois qu'il a quitté l'écran, Yamamoto a créé une secousse dans la caméra. Et là en fait pour représenter cette fois la puissance de ses coups, là pour le coup il a même plus besoin d'aller vite en fait. L'épée va juste venir se poser simplement au sol, et on va voir ce qui va se passer. Quand il y a contact au sol et mini-frame avec du blanc pur qui sort du sol, donc là l'impact vient d'avoir lieu avec le sol, il se passe rien sur une quinzaine d'images, puis ensuite libération de puissance, on a une espèce de couloir qui se forme, qui s'écarte, et puis hop on voit la transformation entre le noir et le blanc et la réalité qui apparaît, c'est vraiment joli. Là dans ce genre de coup ultra puissant, il y a un effet qu'on fait souvent également, c'est qu'on va remontrer l'action plusieurs fois, donc là on remontre ce qui s'est passé. Le sol s'est craquelé, flash au blanc, le fameux couloir en noir et blanc qui se forme pour finalement se transformer en la réalité, et c'est la dévastation totale juste en ayant eu un petit contact de cette épée avec le sol. J'aime vraiment ce genre de moment dans les shonen où vraiment c'est l'ultra puissance, c'est des pouvoirs qui sont complètement démesurés et inimaginables. Ensuite Yamamoto va développer une nouvelle technique où en fait il va enrober tout son corps de flammes, donc là encore c'est assez joli à regarder comment les flammes ont été dessinées. Elles n'ont pas tout à fait le même traitement que le dessin des personnages, c'est un traitement un peu plus on dirait de la peinture, ça fait un peu estampe japonaise on pourrait dire. Donc voilà, il y a un torrent de flammes qui vient entourer le personnage. Voilà, là typiquement le plan est magnifique je trouve, on a vraiment en fait le personnage qui est complètement couvert de flammes, on a juste son visage qui nous apparaît et la main qui tient son sabre. Là si on lit les sous-titres, Yamamoto nous apprend qu'en réalité sa température est de 15 millions de degrés. C'est un petit peu chaud a priori, hein. Et là encore je trouve ce moment trop stylé, en fait ses pieds vont s'enrober d'une chaleur tellement forte que le sol va se mettre à fondre sous ses pieds. Toute la progression du sol qui se met à fondre, c'est vraiment hyper bien fait, ça devient de la lave en fusion en fait. Il y a aussi toute la description du pouvoir qui est vraiment chouette, qui rajoute à la puissance de l'effet. Là il dit c'est comme si le soleil enveloppait et son corps et son sabre. J'aime bien ces plans où Yamamoto ouvre la bouche et t'as une petite bouffée de fumée qui sort tellement qu'il fait chaud. Et là ce passage je vais vous le mettre avec le son parce que ses pieds font splosh vu qu'il crée de la lave en fait en marchant. C'est vraiment tous les éléments ont été travaillés pour qu'on ressente cette chaleur vraiment à travers l'écran. Donc voilà, je disais plutôt, il faut pas énerver les vieillards dans les shonen. Et là, on voit qu'il est un peu énervé. C'est vraiment chouette ce plan-là aussi, il y a sa tête qui vient se gonfler vraiment. Et avec ses longs sourcils et ses longues moustaches, ça fait un peu un aspect dragon chinois aussi, je trouve. Donc là, on voit que le perso n'est vraiment... On a juste la silhouette de son visage et sa barbe dans cet océan de flammes. Alors après aussi, pour analyser un peu les techniques de Yurabara, il y a ce plan qui est assez intéressant. En fait, là, on va faire un 360 autour de Yurabara, avec comme ça ces structures bleues qui vont venir sortir du sol. Et c'est assez intéressant comme choix parce que du coup il fait une technique qui vient l'entourer complètement à 360. Il y aurait plusieurs manières de montrer ça, mais le fait de tourner autour du personnage c'est vraiment bien lisible. On comprend bien qu'il est entouré par ces structures magiques qu'il vient de créer. Il explique que c'est un sortilège de protection et donc on va voir la prochaine technique de Yamamoto qui va amener aussi à autre chose d'intéressant. Donc voilà, Yamamoto plante son sabre dans le sol, il se passe un impact et là on a une espèce de matière noire qui sort. Et là aussi je vais mettre avec le son ce passage parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà, on a en fait des squelettes
en 3D qui sortent du sol. Ça fait assez spécial à regarder au début parce qu'il y a toujours ce mélange de 3D, 2D qui peut être un peu bizarre à l'œil. Je me demandais voilà pourquoi faire ce choix de faire les squelettes en 3D. Je pense qu'il y a une vraie volonté que les squelettes se détachent complètement du décor. Ça donne lieu à un beau plan comme ça par exemple. On a ici au fond Yamamoto qui est toujours lui dessiné en traditionnel bien sûr et cette armée de squelettes qui progressent vers l'écran et qui eux se remarquent bien vu qu'ils sont en 3D. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez de ce mélange de 3D, 2D, si là vous trouvez est-ce que ça fonctionne pour ce coup-là ou pas. Parce que moi la première fois que je l'ai vu, j'avoue que ça m'a fait assez spécial, mais finalement je comprends aussi ce choix. Je trouve que ça amène justement une dimension un peu spéciale, un peu dérangeante, un peu angoissante, et vu que c'est des squelettes, bah, ça fonctionne plutôt bien finalement. Alors là on a le regard de Yurabara complètement paralysé parce qu'en fait il se rend compte d'un truc que je vous ai pas dit sur ces petits squelettes, c'est qu'en fait c'est tout simplement les cadavres des gens que Yamamoto a battus par le passé, et donc parmi ces cadavres il y a des amis de Yurabara, hein, vous vous doutez bien. C'est assez intéressant de voir comment Yurabara visualise ses camarades tomber au combat à travers ces squelettes. Donc il reconstitue ça, on voit la chair qui se forme sur les squelettes, on voit la touffe de cheveux qui progresse pour devenir de plus en plus réaliste et fournie. Il y a comme les tenues qui viennent se greffer par en bas sur le personnage, c'est vraiment bien fait je trouve. En fait dans cette scène de combat il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants, rien que en style d'animation en fait là il y a presque 3 styles différents on pourrait dire, parce qu'il y a les squelettes en 3D, il y a Yamamoto par exemple qui est en animation traditionnelle, et son armure de flamme elle est dans un autre style d'animation traditionnel aussi. Tout ce mélange est hyper intéressant, c'est hyper créatif, et pour moi ça fait déjà passer ce combat au-dessus de plein d'autres combats un peu plus classiques qu'on aurait pu voir. On va arriver vers la fin où Yamamoto va porter le coup de grâce final, donc on revient à cet effet de switch entre le passé et le présent, mais cette fois il se fait de plus en plus rapidement. Là ça alterne 5 images de passé, 5 images de présent, puis après de plus en plus vite on switch. Voilà, à la fin ça fait 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. On comprend vraiment toute la rage de Yamamoto qu'il va mettre dans son dernier coup. On dirait que le dessin même a été fait avec de la fureur quoi. Là aussi c'est intéressant, il va porter son coup et en fait ça cut au noir avec des kanji vraiment juste pour mettre le nom de l'attaque, genre l'attaque est tellement puissante qu'il faut que vous connaissiez le nom. Tenshi Kaijin. Et là en fait au lieu que le carton avec les kanji disparaisse bêtement, en fait c'est l'attaque qui va venir trancher les kanji. On revoit Yamamoto et là le souffle de son coup va tout balayer, va tout exploser. Voilà, on voit Yurabara de dos complètement impuissant face à ce qui va arriver sur lui, il tente même pas de parer ou quoi que ce soit. Là on distingue son visage qui n'est dessiné plus qu'en noir et blanc, sa silhouette est de moins en moins distinctive et là on se prend un écran blanc pendant quelques images pour ensuite réapparaître sur ce qui vient de se passer. La résultante, Yurabara qui est complètement découpé, le personnage s'effondre, suivi par quelques petits bouts de squelette qui restaient par là. Yamamoto va faire disparaître son pouvoir. Et pour la conclusion du combat, qu'est-ce qu'on a ? Des petites gouttes de pluie qui apparaissent parce qu'il va se mettre à pleuvoir. Et là encore une fois pour appuyer ce contraste, tout le combat s'est fait dans le feu et donc il se conclut avec de l'eau, l'élément à l'extrême opposé du feu bien sûr. Bon en réalité le combat se termine là mais il se passe quelque chose après, mais voilà je spoil pas, donc si vous voulez aller voir c'est pas fini en réalité. Et voilà clairement un combat riche en moments intenses avec plein de moments vraiment intéressants je trouve. En fait je trouve qu'en un seul combat ils ont réussi à montrer plein de trucs intéressants en animation, puis on sent aussi qu'il y a vraiment eu une recherche pour créer des choses nouvelles. Et du coup on est arrivé au bout de cette deuxième analyse d'animation. J'espère qu'elle vous a plu, moi en tout cas c'était vraiment un plaisir de décortiquer ces magnifiques scènes d'animation, en plus de Bleach, un shonen que j'adore. Tu peux à ton tour suggérer les prochaines œuvres dont tu aimerais voir une analyse d'animation. Pour me soutenir, c'est simple, tu peux t'abonner et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Storyjin qui viendra donc clôturer la saison 2 des Storyjin. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.